Des synagogues et des hommes. Une série réalisée par Catherine Garçon. En collaboration avec la Fondation Doron. Aujourd'hui, la synagogue d'Alep. Retour au Proche-Orient et en Syrie plus particulièrement, et encore plus particulièrement à Alep, qui abrite encore de nos jours quelques juifs qui ne peuvent pas sortir de Syrie. Il faudra y penser pendant que nous écouterons cette émission, que ce sont des juifs qui sont retenus prisonniers. Néanmoins, ils ont une très belle synagogue, une synagogue qui est probablement l'une des plus anciennes qui était en fonctionnement jusqu'à peu de temps. Ils peuvent encore y aller, c'est pas très clair ce qu'il se passe toujours sur place. Néanmoins, c'est une synagogue très intéressante. Elle est très intéressante par elle-même, puisque elle a été construite, comme on le verra au cours de l'émission, à travers plusieurs époques, et l'époque la plus ancienne se situe entre le 4e et le 6e siècle de notre ère. Les historiens ne sont pas toujours d'accord sur la date du début de sa construction. Ce qui est vrai, c'est qu'elle a été agrandie au fur et à mesure des arrivées de juifs venant d'ailleurs dans cette communauté de Alep, et elle est intéressante donc de ce côté-là parce qu'elle retrace grâce à ses murs toute l'histoire de cette communauté d'Alep, et elle est surtout intéressante et peut-être encore plus connue à cause de ce qu'on appelait le Keter d'Alep, la couronne d'Alep, qui était un livre de la Torah qui était le plus ancien au monde et sur lequel, et ça fera l'objet de la seconde émission, sur laquelle les sages se sont penchés et qui ont aidé à trancher sur ce qui était la ponctuation, la cantillation, la vocalisation d'un Sefer Torah, puisque ce Sefer Torah d'Alep a servi donc de référence. Ça, c'est son deuxième volet. Ce Keter d'Alep n'est plus à Alep et on verra pourquoi. Néanmoins, cette synagogue a donc une histoire très intéressante, et c'est pour ça que nous allons nous y rendre tout de suite. Alors, cette synagogue, il faut d'abord peut-être parler, avant de parler d'elle, de la première communauté. Il y a une légende qui dit que, en fait, le nom d'Alep vient directement du mot halav, qui veut dire lait en hébreu. Et pourquoi cela s'appellerait lait? Parce que ça serait à cet endroit que Avram Avinu, notre patriarche Avram, aurait fait paître ses troupeaux dont il tirait du lait, et ce serait comme ça que ce nom serait venu jusqu'à nos jours, que la communauté de Alep, qu'on appelle Chalab en hébreu, serait donc liée au troupeau d'Avram Avinu. Une autre chose qui est là beaucoup plus historique, et ce qui est plus, dirons-nous, véridique, c'est que ça s'est appelé pendant longtemps Aram Zoba. Et pourquoi? À cause d'un des généraux du roi David qui était venu, dirons-nous, dans le coin. Et c'était son commandant en chef, en fait, qui s'appelait Yoav ben Zrouya, donc à rapprocher de Aram Zoba, qui était le général en chef de l'armée de David, qui était venu construire là une forteresse parce que Alep était un point clé d'un point de vue stratégique, et on dit que les anciennes fortifications qu'on peut encore voir, dont on peut encore voir les ruines dans cette ville d'Alep, sont celles qui ont été construites par ce général en chef du roi David. Alors on saute les époques. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu donc une permanence de l'occupation de Alep par des Juifs, c'est-à-dire avec des hauts et des bas selon les époques. Ce qui est pratiquement sûr pour en venir à la synagogue dont nous nous occupons, c'est que au moment de l'occupation romaine de la Syrie, puis plus tard au moment de l'occupation byzantine, il y a des Juifs à Alep, et ces Juifs vont se construire des lieux de culte, des synagogues. Alors, selon certains, donc cette synagogue, un de ces parties, remonterait donc au 4e siècle, selon d'autres au 6e siècle. Néanmoins, ce qu'il est sûr, c'est que cette synagogue, très vite, va devenir un centre d'études et un centre de réflexion pour une partie du Proche-Orient.
Alors, comment peut-on le savoir? C'est que on sait peu à peu, à travers les époques, les sages qui sont venus dans cette synagogue et dans cette communauté d'Alep. Alors, il y a donc d'abord, au moment des Byzantins, une partie établie déjà depuis l'occupation romaine, et si on remonte plutôt probablement déjà au moment des royaumes juifs, il y a donc une population fixée à Alep. Et puis, à un moment, il va y avoir un afflux de juifs, le premier que va connaître Alep, parce que il va y avoir en Égypte des dirigeants très durs, des dirigeants musulmans durs, et il y aura donc une première immigration vers cette communauté d'Alep, puisque les juifs vont fuir un certain fanatisme musulman. Ensuite, il y aura une deuxième arrivée, avec l'arrivée des Juifs d'Espagne. Ces Juifs d'Espagne qui, quand ils vont arriver, vont tellement faire grossir la communauté que la synagogue ne va plus les contenir et il va falloir bâtir des ailes pour intégrer ces Juifs d'Espagne. Et puis il va y avoir une troisième immigration de ce qu'on va appeler les Francos. C'est quoi les Francos? C'est pas que des Français, c'est des gens venus d'Europe qui, au XVIIIe siècle, vont se fixer à Alep parce que ils font du commerce, le commerce des épices, le commerce des tissus, et c'est un carrefour. Ils vont se mettre à Alep. Et eux aussi vont venir apporter leur contribution à cette synagogue. Il reste des traces de leur passage. D'autre part, il y aura des controverses dont la synagogue va être le centre, puisque le problème va se poser. Les immigrés d'Espagne avaient un minyan, c'est-à-dire ils priaient selon leur tradition. Mais comme ils n'ont pas trouvé une communauté en pleine déliquescence, contrairement à ce qu'ils trouvaient souvent en arrivant d'Espagne, alors les natifs, ceux qui avaient un minag halabi de Alep, eux aussi avaient leur minagim. Quand sont arrivés les Francos, on a appelé donc les Juifs d'Europe, le rabbin, qui s'appelait Laniado, qui était d'une famille d'Espagnols, a voulu les soumettre. Et il s'en est suivi une dispute qui est très célèbre dans cette communauté, savoir si oui ou non ils allaient suivre le rite tel qu'il était ou est-ce qu'ils allaient garder leur rite à eux. Les rabbinim se sont un peu, disputés. Finalement, il a été décidé que chacun gardait son rite et tout ça était toujours abrité à l'intérieur de cette grande synagogue d'Alep. Et puis, les Francos vont partir avec le déclin du commerce et cette communauté va continuer à rester autour de cette synagogue et bien entendu de bien d'autres synagogues. Il n'y a pas qu'une seule synagogue, mais c'est la grande synagogue jusque à la fin du 19e siècle où les rabbins vont commencer spontanément à émigrer en Eretz Israël et puis bien entendu, cette communauté va de plus en plus décliner avec la grande vague d'immigration, celle qui va mener finalement dans les années 48-50 à la fin plus ou moins de cette communauté d'Alep, puisqu'il ne reste plus que de nos jours que quelques centaines de juifs dans la ville.
Après cette pause musicale d'Ari Ovadia, revenons donc à Alep et on a un peu brossé cette physionomie de la communauté d'Alep et on va revenir donc dans cette synagogue. Alors, cette synagogue, comme je l'ai dit au début, il y a une partie donc qui a été construite à la période byzantine. Et puis, il y a eu à Alep, plus tard, une invasion des Mongols et il y a eu comme ça des dommages causés à la synagogue. Il y a même une autre synagogue qui a été détournée en mosquée. Et alors les Juifs, quand ils ont rénové leur synagogue, ils ont pensé on va pas la rendre trop visible pour pas attirer trop l'attention et pas pour qu'il n'y ait pas trop d'ennuis par la suite. Et donc on a un peu baissé, si j'ose dire, sous-baissé l'entrée pour qu'elle apparaisse moins grande de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a un peu creusé pour que la synagogue soit belle à l'intérieur, mais qu'elle fasse pas trop majestueux sur l'extérieur. On a réduit un petit peu les endroits où on priait et on a commencé à construire un endroit pour les femmes. Donc, on a embelli, ça c'était à peu près au XVe siècle, vers les années 1405, entre 1405 et 1418, on a donc tous rénové cette synagogue. Alors, on a aussi on a construit des endroits pour mettre les sifrei Torah. On a construit un très beau bima qui est très connu, qui était un peu élevé, on le voit encore, il est un très 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 beau bima. On sait aussi que dans cette synagogue, elle a une particularité, c'est que la chaise d'Eliaou, celle sur laquelle on fait la Brit Mila, au lieu d'être posée dans un coin comme le sont posées dans la plupart des synagogues, elle est surélevée et il y a plusieurs marches tout en hauteur pour arriver jusque à cette synagogue, cette chaise d'Eliaou Hanavi. Alors quand les Juifs espagnols sont arrivés, donc après l'expulsion d'Espagne, au début du XVIe siècle, on a donc reconstruit encore une autre aile parce que il fallait permettre aux nouveaux arrivants de prier selon leur rite et aussi d'avoir la place de prier puisque c'était un énorme un flux de gens et il n'y avait plus la place. On a appelé cette aile Midrash et il y a aussi dans cette aile qui est le Midrash qu'il faut noter, il y a une petite niche qui s'appelle la niche d'Eliaou Hanavi et la légende prétend que Eliaou Hanavi est venu de temps en temps dans cette niche pour protéger sa communauté lorsque elle était en danger. Alors, quand ça a été fini, on l'a appelé, cette communauté, on va retrouver le début de l'émission, Yoav ben Zeruya, pour se rappeler ce commandant en chef de l'armée du roi David, et on l'a aussi appelé la synagogue jaune à cause de sa couleur. Peu à peu, elle s'est encore améliorée, et elle a été rénovée encore au XIXe siècle, et elle était vraiment le joyau de cette communauté de Alep, et elle était pleine, par exemple, de merveilleuses choses, comme des Sefer Torah dont les boîtes étaient en argent, et qui avaient été données au XVIIIe siècle, et cette boîte avait été ciselée, une reproduction en miniature de toute cette synagogue. Alors, malheureusement, cette synagogue a eu des problèmes, entre autres au moment des émeutes de 1947, où elle a été abîmée et détruite en partie, et elle a quand même été reconstruite, il faut bien le noter, rénovée dans les années 70. Alors j'ai dit que cette synagogue avait été
un endroit où de nombreux sages et maîtres de la Torah s'étaient succédés. Il y avait un Beth Midrash, il y avait une yeshiva. On sait par exemple que à un moment où il y avait des correspondances dans le monde entier, par exemple, ce qui est amusant puisqu'on est français pour savoir que avec le Rav Yechiel de Paris, un des fameux Tosafistes, avait des relations avec cette communauté d'Alep. Beaucoup de gens en parlent. Quand le fameux voyageur espagnol Binyamin Mitudela va passer, il va aussi vanter les Chachamim, les sages de Alep. Peut-être celui qui n'est peut-être pas le plus grand, mais qui est peut-être le plus intéressant au niveau de l'anecdote, va être Yosef ibn Aknin. Qui est ce Yosef ibn Aknin qui va marquer Alep, mais qui va surtout être à la source de quelque chose qu'on connaît encore de nos jours. Ce Yosef ibn Aknin était né à Ceuta au Maroc et il a été forcé de partir et il est parti à Alexandrie en Égypte pour pouvoir pratiquer le judaïsme librement, puisque à cause de l'intolérance des musulmans locaux, il fallait donc faire semblant de ne pas être juif. Il est parti à Alexandrie. Là, il a rencontré le Rambam, Maïmonide, et ce Yosef ibn Aknin n'était pas un très très grand Talmid Chacham. Mais il avait un désir profond d'apprendre la Torah, et il s'est attaché au pas du Rambam, de Maïmonide, et il est devenu un de ses élèves. Mais ce Rabbi Yosef ibn Aknin, qui va devenir un grand Talmid Chacham plus tard, est à cette époque très troublé. Il a des problèmes. Il y a des choses qui dans sa tête, comme on dit, ne tournent pas. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'arrive pas à réconcilier ce qu'il est en train d'apprendre avec son maître le Rambam et ce qu'il sait sur la tradition de la Torah, avec ce qu'il a appris malgré tout au niveau de la philosophie, puisqu'à l'époque, les études de philosophie étaient importantes. Et il va s'ouvrir de ses problèmes à son maître, le Rambam, et pour lui, le Rambam va essayer de clarifier les choses dans un ouvrage, et cet ouvrage sera le Moreh Nevuchim, ce qu'on appelle en français le Guide des égarés, qui sera un ouvrage du Rambam destiné bien entendu à plein de gens, mais destiné principalement à son élève, Rabbi Yosef ibn Aknin, qui avait des problèmes et qu'il fallait donc résoudre par la main d'un maître. Après cette rédaction du Moreh Nevuchim, à un moment, Rabbi Yosef va quitter son maître et va s'installer, on en vient, à Alep en Syrie en 1186, là où il va se marier et vivre comme son maître en tant que médecin. Il a continué à étudier la Torah, il a continué à avoir des relations avec son maître le Rambam, comme le prouve une correspondante, et quand Rabbi Shmuel ben Eli de Bagdad, lui, s'est opposé au Rambam, puisqu'on sait que les décisions du Rambam n'ont pas toujours fait l'unanimité dans le monde, Rabbi Yosef voulait partir à Bagdad uniquement pour défendre l'honneur de son maître. Et il a demandé son avis à Maïmonide, qui lui a dit de ne pas faire ça. Pourquoi? Parce que s'il partait à Bagdad, il n'aurait plus sa clientèle médicale et qu'il obtiendra un salaire en étudiant la Torah, et on sait très bien que le Rambam était complètement contre, il voulait que le Talmid Chacham, le Rav, ait une indépendance financière, et donc il a dit à son Talmid, Rabbi Yosef ibn Aknin, de rester à Alep, de ne pas se déplacer à Bagdad pour défendre son honneur, et Rabbi Yosef, donc ibn Aknin, est resté dans cette communauté de Alep, là où il a écrit plusieurs traités, dont Chukim ou Mishpatim, enfin, tout un tas de choses que les Talmidei Chachamim connaissent, et il va mourir là-bas vers l'an 1226. Un cabretico que me mercó mi padre por dos usim. Un cabretico que me mercó mi padre por dos usim. Y vino el gato y comió al cabretico que me mercó mi padre por dos usim. Un cabretico que me mercó mi padre por dos usim. Y vino el perro y mordió al gato que comió al cabretico que me mercó mi padre por dos usim. Un cabretico que me mercó mi padre
Alors voilà, c'était une chanson à ladino en hommage à Rabbi Yosef Ibn Aknin, et on va terminer vite sur les Chachamim qui ont marqué cette cité d'Alep. Il y en a beaucoup. Ceux qui seront encore peut-être à mentionner sont toute une dynastie qui va s'appeler l'Aniado, dont le premier vont marquer la communauté donc d'Alep au XVIIe siècle. J'ai déjà mentionné qu'ils s'étaient à un moment voulu que les nouveaux arrivants prennent le rite sfarad, c'est-à-dire le rite d'Espagne. Ils n'ont pas fait que ça, on les connaît à cause de cette controverse, mais ce qu'il faut savoir, que toute cette dynastie des Laniado, il y en a 4, Avram ben Yitzhak Laniado, Raphaël Shlomo ben Shmuel, etc., a écrit à travers le temps beaucoup d'ouvrages qu'il serait trop long de citer, mais qui sont dans les bonnes bibliothèques. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le dernier d'entre eux a eu certaines faiblesses, enfin pas le dernier, a cru à un moment que Shabtai Tzvi était le Messie, ce qui explique que la communauté d'Alep a été très très touchée par ce mouvement sabbatéen. Entre autres, le prophète, entre guillemets, de Shabtai Tzvi, quand il a voulu venir se réfugier quelque part, est venu se réfugier à Alep, le prophète qui s'appelait Nathan de Gaza. Et donc, cette communauté, si on ne parle pas de ce moment d'égarement qui est le moment du sabbatéisme, le moment de Shabtai Tzvi, a donc produit à travers les époques non seulement des bons juifs, mais une pléiade de Talmidei Chachamim. Et puis il faut quand même aussi noter, avant de terminer, qu'elle a aussi donné naissance à une liturgie toute particulière, à des chansons. Il y a toute une tradition chalabi de chants synagogaux qui ne se retrouve nulle part, qui est une création locale et dont une grande majorité a d'abord été éprouvée, a d'abord été présentée au public dans cette grande synagogue d'Alep dont nous venons de parler. Alors, ça, nous avons un peu retracé l'histoire de la synagogue et des gens qui l'ont marquée. Nous allons continuer dans un deuxième volet, dans l'émission suivante, avec toute l'histoire de ce que les scientifiques appellent le Codex d'Alep.